Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Nakamoshi pour ce nouvel épisode, cette nouvelle vidéo, cette nouvelle série où aujourd'hui on va parler d'histoire, on va parler de l'histoire de New Japan Pro Wrestling et on va parler des débuts de la enfin on va pas, même pas parler des débuts de la compagnie, on va parler de ce qui s'est passé avant, on va parler des débuts du catch japonais au Japon donc. Alors déjà pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? Alors faut savoir que sur la chaîne j'ai déjà fait une vidéo histoire en termes de Japon, c'était déjà New Japan Pro Wrestling et c'était New Japan Pro Wrestling, 48 ans d'histoire en 48 minutes, donc quelque chose comme ça. Et j'avais décidé de résumer en gros l'histoire de la compagnie en résumant les décennies. Voilà, j'avais fait un résumé pour les années 70, 80, 90, 2000, etc. Mais pour résumer toute l'histoire d'une compagnie en moins de 50 minutes, c'est impossible. Surtout New Japan Pro Wrestling qui a une histoire très riche, très dense. Donc, j'ai décidé de soulever quelques points de manière un peu plus, enfin de parler de certains points de manière plus précise et plus développée. Donc voilà. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Parce que moi je suis un grand fan d'histoire, je suis un grand fan de catch, donc forcément j'allais m'intéresser à l'histoire du catch, l'histoire de Japan Pro Wrestling qui est l'une de mes compagnies préférées. Donc voilà. Et en fait, le problème bien souvent quand on s'intéresse à l'histoire dans le catch, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de sources détaillées. Et en fait, à travers les vidéos que je vais faire concernant l'histoire, c'est que, en fait, c'est ce que j'aurais aimé trouver quand je m'y suis intéressé. J'ai pas trouvé ça, notamment en français. Donc, je me dis que les nouveaux qui vont découvrir, qui sont en train de découvrir le catch, ceux qui l'ont découvert mais qui connaissent pas forcément l'histoire, que ça les intéresse, mais c'est pas forcément hyper simple de trouver des réponses sur le net. Et ceux qui découvriront le catch dans le futur, c'est surtout pour ces gens-là que je fais la chaîne, pour qu'ils aient pas des tutos, mais bon, plus ou moins des tutos quand même. Donc voilà. Et du coup, pourquoi je commence par le Japan Pro Wrestling? Parce qu'il y a trois compagnies de catch que je maîtrise, peut-être pas dire de A à Z, parce que je suis pas Dave Meltzer non plus, mais que je maîtrise vraiment bien, c'est WWE, WCW et New Japan. Alors WWE, c'est très facilement trouvable sur le net, hein, même si bon, faut faire attention à à la réécriture de WWE, voilà. Mais sinon, c'est quand même assez simple de trouver les détails historiques de la compagnie. Pour WCW, c'est un peu la même chose. WCW slash Jim Crockett avant cela. Donc voilà. Et puis la dernière, c'est New Japan Pro Wrestling. New Japan Pro Wrestling, c'est quand même pas hyper commun de trouver son histoire de manière détaillée. Donc c'est là-dessus que je vais partir. Je pense que je partirai plus sur le Japon et puis ensuite les territoires aux États-Unis éventuellement. Même s'il faudra que je remplisse entre guillemets enfin que je développe un peu plus mes connaissances parce que au Japon sur les grandes compagnies les plus influentes, enfin de celles qui existent toujours, je parle. Et ensuite, il y a All Japan et Noah. All Japan, je connais quasiment tout ce qui s'est passé de 72 à 2000. C'est ce qui est l'exode pour la création de Noah. Mais ensuite, pour All Japan, sur les 20 dernières années, je connais pas grand-chose. Enfin, je connais dans son ensemble, mais j'ai pas vu non plus grand-chose et j'ai pas tout vu en détail. Donc j'ai 30 ans sur 50 d'histoire. Donc bon, ça fait que 60%. Alors je peux pas me lancer sur ce genre de vidéo avec uniquement 60% de connaissances hein, sur la compagnie. Même chose pour Noah. Noah, ça a 20 ans d'existence. J'ai vu les 10 premières années, plus ou moins. Les années 2010, Noah, j'ai quasiment rien vu. Proportionnellement à la quantité qu'il y a à voir. J'ai dû voir une centaine de matchs, mais proportionnellement sur 10 ans, c'est pas beaucoup. Donc voilà. Noah, j'ai moins de 50% de vue du produit. Voilà. Donc je ne me lancerai pas tout de suite sur ce genre de vidéo là-dessus. Et éventuellement ensuite les territoires pour les États-Unis. Donc, avant de commencer, on va parler de l'histoire du catch, le début. Alors, on ne sait pas trop où a commencé le catch. Alors, ça a commencé en Europe, ça a commencé dans plusieurs villes, notamment en France, enfin dans plusieurs pays, notamment en France, enfin, au 19e siècle, autour des années 1830, 1840, on ne sait pas trop. Voilà, il y a pas véritablement de notes où ça commence, vraiment. Donc c'est apparu dans plusieurs endroits en même temps. Et puis ça a été hyper populaire en Europe. Ça a été jusqu'à être avoir des shows européens, des shows à de grande envergure. En Russie notamment, je crois que c'est à Saint-Pétersbourg. Euh, je crois que c'est Saint-Pétersbourg, la ville.
russe qui a fini par être un peu la capitale du catch. Et puis, à la fin du 19e siècle, autour des années 1900, même un peu avant, mais à la fin du 19e siècle, le catch s'est exporté aux États-Unis, c'est devenu vraiment là-bas où ça allait être le plus populaire mondialement. Ça va être aux États-Unis et ça va un petit peu s'essouffler en Europe jusqu'au milieu du 19e siècle, les années 1950, 40, 50, où il va y avoir un second souffle. Mais, mais toute la partie première partie du 20e siècle, en Europe, c'est un peu mort. Il faut vraiment aller aux États-Unis pour que ça se développe. Fin 19e siècle et début 20e siècle, la place forte mondiale du catch, c'est les États-Unis, où c'est là-bas où il va y avoir le plus de choses qui vont se passer. Et pour parler du catch japonais, on va parler tout d'abord de Sorakishi Matsuda. Sorakishi Matsuda, c'est quelqu'un qu'on retient dans l'histoire du catch comme étant le premier catcheur japonais, voilà, qui va aller s'entraîner aux États-Unis en 1883, pardon. Il va ensuite commencer à catcher l'année suivante, dès 1884. Il va être reconnu comme l'un des catcheurs les plus intelligents de l'époque, un des meilleurs. Il va affronter tous les meilleurs, justement. Et puis, en 1991, voilà, il est sur la fin de sa carrière. Il va retourner au Japon avec plusieurs catcheurs américains et il va essayer de développer le catch au Japon. Mais les Japonais ne sont pas très ouverts à l'époque aux cultures étrangères, notamment occidentales, on va bien se le dire. Et ça va faire un flop, mais monumental. À tel point que ça va durer uniquement quelques semaines, cette tentative de Matsuda d'importer le catch au Japon. Et il va rebrousser chemin, ils vont tous retourner aux États-Unis et Matsuda va malheureusement pour lui décéder quelques mois plus tard. Je crois qu'il part au Japon de mémoire en mai, donc juste avant l'été, en mai au Japon pour essayer d'importer le catch au Japon. Ça fonctionne pas du tout. Il retourne aux États-Unis durant l'été et à la date du 15 juin, il est retrouvé mort. Voilà. Donc ça ne s'est pas très bien passé pour Matsuda. Alors il est mort, pas assassinat, pas de complot, rien du tout. Il est juste mort, je crois, de crise cardiaque, si je dis pas de bêtises. Je suis pas très sûr, mais je crois que c'est ça. Donc, en 1891, le Japon n'est pas du tout prêt pour ce genre de choses. Et les choses vont changer 10 ans plus tard, en 1901, au tout début du XXe siècle, quand le Japon va vouloir rattraper la Chine en termes de puissance mondiale, parce que la Chine devient un acteur mondial de plus en plus puissant, enfin notamment en Asie, c'est vraiment le pays numéro un, c'est le pays le plus puissant de l'Asie, et le Japon va vouloir refaire son retard sur la Chine, et va pour cela s'exporter, notamment en Europe, où le Japon va commencer à échanger avec le Royaume-Uni. Ça va être la première nation, je ne sais pas si on peut parler du Royaume-Uni comme une nation, techniquement parlant, je ne sais pas si c'est correct, mais on va dire nation pour que ce soit plus simple. Donc voilà, le Japon va commencer à tisser des liens avec le Royaume-Uni pour se développer internationalement, parlant, pour devenir un peu plus puissant. Et donc forcément, si tu t'ouvres au monde, euh, forcément, en contrepartie, tu vas forcément devoir euh, accepter, incorporer dans ton pays, dans ta culture, la culture des gens avec qui tu tisses des liens. Donc forcément. Donc le Japon va, à partir de 1901, commencer à s'ouvrir un petit peu aux cultures étrangères, cultures occidentales. Alors ça va pas se faire de manière très rapide non plus, mais c'est déjà un premier pas. Et puis, lors de la Première Guerre mondiale, les choses vont s'accélérer dans cette période-là, puisque la Première Guerre mondiale éclate, et donc le Royaume-Uni se retrouve dans le camp de la France et de l'Empire russe, qui vont s'opposer à l'Italie, l'Allemagne et l'Empire autricho-hongrois, australo-hongrois, je sais pas ce qu'on dit, l'Empire Autriche-Hongrie, voilà, en gros ça va être ça. Et donc voilà, les États-Unis vont s'allier à la France, le Royaume-Uni, etc. Et le Royaume-Uni va également être la première nation européenne à beaucoup échanger avec les États-Unis. Et les États-Unis, c'est là-bas où le catch est populaire. Donc, forcément, le Royaume-Uni communique avec le Japon, le Royaume-Uni communique avec les États-Unis. À un moment donné, fatalement, la culture américaine allait arriver progressivement au Japon. Mais je pense que vraiment la Première Guerre mondiale a accéléré tout ça. Alors sans la Première Guerre mondiale, je pense que ça aurait été le sens de l'histoire que la culture américaine finisse par arriver aux États-Unis.
parce que forcément la mondialisation serait arrivée à un moment donné pour tout le monde, hein, donc voilà. Mais vraiment la Première Guerre mondiale, à mon sens, a accéléré l'importation du catch au Japon. Et puis, chose tragique, quelques décennies plus tard, le Japon va se retrouver dans le camp des vaincus lors de la Seconde Guerre mondiale, et les États-Unis vont leur envoyer 2 bombes atomiques sur la tête, ce qui va créer des millions de morts, et enfin des milliers de morts, et le Japon va se retrouver meurtri. Lui, ce pays et ce peuple extrêmement fier, hein, on l'a vu, tellement fier de sa culture, etc., qu'il a même pendant très longtemps refusé toute culture étrangère. Cette fois, il se retrouve écrasé par l'envahisseur américain. Et donc, les États-Unis vont donc contrôler le Japon pendant un moment, officieusement, hein, même s'il va y avoir une paix. Et donc, les États-Unis vont avoir le champ libre pour importer, enfin exporter leur culture au Japon, et notamment le baseball qui va être à l'époque le sport national après la Seconde Guerre mondiale, les années 40-50. Le baseball, qui est d'ailleurs toujours aujourd'hui un sport extrêmement populaire au Japon, c'est l'un des sports les plus populaires. Et à l'époque, c'était déjà le cas. Le baseball et le sumo étaient les 2 sports rois pour les Japonais. Et va ensuite arriver le pro wrestling qui va prendre une place forcément importante, parce que en plus, pour redonner la confiance aux Japonais, leur redonner de la fierté, être fiers de leur peuple, être fiers d'eux-mêmes, de leurs semblables japonais. Quoi de mieux que le pro wrestling dans des matchs arrangés? Rien de plus simple que de faire des matchs arrangés et donc de faire gagner les Japonais contre les envahisseurs américains, montrer aux Japonais que ils sont eux aussi de redoutables combattants, etc. Et donc leur donner des victoires psychologiques sur le pays qui leur a tant fait de mal. Forcément, ça va commencer à redonner un boost euh, aux, aux Japonais. Donc là, on est après la Deuxième Guerre mondiale, mais le catch existait déjà un petit peu avant, mais mainstreamement parlant, il n'était pas du tout connu. Il existait de manière pas forcément anonyme, mais c'était vraiment quelque chose, c'était un sport de niche, véritablement, il n'y avait pas du tout d'exposition pour pour le catch à l'époque aux États-Unis. Et chose très importante, c'est que étant donné que le pays va très mal, notamment au niveau économique, va se créer des marchés alternatifs, des marchés noirs que vont contrôler les Yakuza. Les Yakuza à l'époque, dans les années 40, il faut savoir qu'ils étaient dans tous les secteurs d'activité. Le catch a commencé, les Yakuza se sont introduits dedans, et forcément, à un moment donné, ça va mal finir pour la première icône véritablement du pays en termes de catch, à savoir Riki Dozan, dont on va parler. L'industrie du catch au Japon va être construite autour de 2 hommes, euh, 2 anciens sportifs, un judoka et un sumo. Donc le sumo c'est Riki Dozan, le judoka c'est Masahiko Kimura. Riki Dozan qui est de naissance un Nord-Coréen, enfin un Coréen tout court, mais il est né dans la région du nord de la Corée, donc il est nord-coréen. Il a grandi les premières années de sa vie avant de venir au Japon. Mais voilà, à l'époque il était déjà moqué, rabaissé pour ses origines, ce qui est d'ailleurs toujours le cas aujourd'hui. Les Japonais sont très racistes envers les Nord-Coréens, envers les Coréens tout court, mais surtout les Nord-Coréens. Et donc, ça a mal se passer pour Ricky Dodin qui va être, pendant la grande majorité de sa vie, victime de racisme à cause de ses origines. Euh, donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire aussi à ce moment-là? Et voilà. Et oui, j'ai noté que ça durait depuis l'annexion de la Corée par le Japon en 1910. Voilà. Donc, pour, euh, pour vivre, voilà, Ricky Dozan va se mettre au sumo et il va atteindre le rang de Sekiwake en 1949. Le rang Sekiwake, c'est le 3e plus haut rang que peut atteindre un lutteur sumo. Mais à cause de ses origines, voilà, il va se confronter à un plafond de verre qui fera qu'il pourra plus progresser à un moment donné.
On lui donnera pas l'opportunité de pouvoir montrer que c'est l'un des tout meilleurs. Alors on ne sait pas si ça aurait pu être l'un des tout meilleurs, mais déjà Sekiwake, c'est déjà un haut rang, voilà, dans le sport sumo. Et voilà. Donc après ça, il va se lasser, et il va tout laisser tomber. Et le catch, ça représentait une opportunité. Il y a vu un filon dans lequel il pouvait briller. Et donc il va renoncer à sa nationalité coréenne. Il va arrêter de s'appeler Kim Sin-rak, son vrai nom enfin, son nom de naissance. Il va s'appeler Riki Dozan. Et il va prendre comme nom Mitsuhiro Momota. Il se fera appeler Riki Dozan, ce sera son nom de scène, son nom de gimmick, comme vous voulez. Et il va choisir Nagasaki comme ville d'adoption. Voilà. Ensuite, il va aller s'entraîner aux États-Unis. Il va aller s'entraîner notamment à Hawaï, à Puerto Rico et je crois en Californie. Et à l'époque, il va, de manière assez étonnante, parce que c'était quand même juste quelqu'un qui avait zéro expérience, zéro renommée, etc. Mais je pense que c'est du fait qu'il était étranger quand il est arrivé aux États-Unis que les promoteurs, les différents promoteurs, là où il est allé catcher, se sont servis de lui comme le méchant étranger. Vous voyez, le japonais, les États-Unis ont été en guerre il n'y a pas si longtemps que ça avec le Japon. Donc, je pense à l'époque, ils ont dû builder ça comme le fait que un japonais revient se venger, etc. Et donc, il a été énormément protégé dans le sens où il n'a pas perdu beaucoup de matchs. Il a quasiment gagné tous ses matchs, sauf contre les grosses stars de ces différents territoires. Et donc, ça lui a donné une espèce de renommée. Et chose extrêmement importante, c'est la presse sportive japonaise qui, depuis toujours, traite le catch comme un véritable sport. Dans le sens où, aujourd'hui, c'est comme si, en France, dans le journal L'Équipe, qui est un journal sportif, je ne parle pas de qualité de journal, je parle uniquement du statut, c'est un journal uniquement sportif. C'est comme si dans le journal L'Équipe, vous aviez des pages de catch français. Voilà. Le journal japonais, les journaux japonais traitaient le catch de manière kayfabe dans les journaux. Voilà. C'est notamment ce qui va énormément aider le catch à s'imposer de manière mainstream. Et c'est notamment Dory Funk qui racontait ça, que la presse avait eu une importance capitale quand lui il allait découvrir le Japon. C'est quelque chose qui l'avait marqué, la différence de traitement entre les médias américains et les médias japonais, les journaux notamment, où aux États-Unis il y avait de plus en plus de voix qui s'élevaient dans les journaux, les journaux qui n'étaient pas spécialement sportifs, pour se demander si le catch c'était vrai, est-ce que c'était pas du chic, etc. Au Japon, il n'y avait pas du tout ce genre de questions. Les journaux sportifs en parlaient comme un véritable sport, mais les autres journaux s'intéressaient pas du tout au catch. Donc ils se posaient pas du tout la question si est-ce que c'était vrai, est-ce que c'était pas vrai, etc. Donc les journaux ont une importance euh, capitale dans le fait d'ancrer le catch dans la culture japonaise. Et notamment quand Rikedodan était à l'étranger, ses exploits étaient relatés dans les médias japonais, dans les journaux japonais, ce qui lui donnait, même si les gens ne voyaient absolument pas ses combats, parce qu'ils n'étaient pas du tout diffusés au Japon, mais Rikedodan était déjà connu, était en train de devenir une star, alors qu'il catchait à l'autre bout du monde, sans être vu du tout. Et donc au bout de plusieurs années, il va faire le heel, et puis il va retourner au Japon, accompagné d'une couverture médiatique où il va extrêmement bien jouer son cours et qui est deuxième parce qu'il va jouer, euh, enfin, il va vendre son pitch, son pitch de compagnie et il va, en gros, il va créer une compagnie de catch euh, où, où tout va tourner, voilà, pardon, je vais y arriver, entre des Japonais qui affrontent des Américains. Les chaînes de télévision vont être ravis, ils vont être très emballés de voir ça. Ils se disent, tiens, bah là, ça va faire un carton d'audience, c'est assuré. Euh, voilà. Je pense que la télévision savait que c'était quand même du chiquet, et donc Kurek Dozan leur a vendu le truc du genre, de toute façon, c'est bon, voilà, c'est des matchs arrangés, je vais forcément gagner, donc ça va profiter à tout le monde, ça va profiter à nous parce qu'on va se faire de l'argent, hein, faut quand même pas se mentir, hein, c'était déjà du business à l'époque, et, et les fans vont être contents. Les fans vont payer, euh, ils vont être contents de payer pour venir voir
un japonais casser la gueule à un américain, et en plus, ils vont être contents. Voilà. Déjà, ils sont prêts à payer pour voir ça, et ça va leur plaire. Donc forcément, c'était que du gagnant à tous les niveaux pour la société. Donc voilà. La compagnie en question, c'est Nippon Puroretsu Kyokai, donc Japanese Pro Wrestling Association ou JWA. Voilà. Pour être complètement complet là-dessus. Donc Rekidodan a été propulsé à un niveau de popularité stratosphérique. Je pense qu'à l'époque, c'était la personnalité la plus célèbre au Japon, la plus populaire. Très clairement, à tel point que JWA, le succès de JWA va uniquement reposer sur ses épaules. En fait, voilà, c'est JWA, on peut pas. Je pense que dans l'histoire du catch, il n'y a pas une compagnie qui a été davantage dépendante à un lutteur que JWA l'a été avec Ricky Dozan. Voilà à quel point le mec était populaire. Il remplissait des salles à lui tout seul. Il y a quelques images, je vais essayer d'en mettre une, c'est l'image la plus connue où les foules s'amassaient devant des télévisions en extérieur, devant des magasins de télévision pour voir les retransmissions des matchs, des combats de Ricky Zan. Voilà, notamment un match contre Lutez. Euh, je sais plus c'était quand. Est-ce que je l'ai noté? Désolé, hein, je regarde un peu mes notes. Oui, de 1957, le 6 octobre 1957, qui a obtenu un buy rate de 85. 85 de rating, pas de buy rate, pardon. 85 de rating. Ce qui veut dire que en 1957, le 6 octobre 1957, parmi tous les Japonais qui étaient devant la télévision, il y en a 85% qui regardaient le match de Riki Dozan. Voilà, c'est pour vous dire à quel point c'était un énorme draw. Voilà, que ce soit en ticket, je pense qu'en marchandises, ça devait cartonner également, en programme télé, voilà, les combats notamment. Il faut savoir que Riki Dozan a été tellement populaire que je crois qu'il a tourné dans une vingtaine de films, si j'ai pas de bêtises. C'est peut-être même plus, mais je sais plus, mais il y en a au moins une vingtaine. Et la plupart du temps, il s'incarnait lui-même. Voilà, il apparaissait à l'écran comme Riki Dozan. C'est pas Riki Dozan qui allait dans un film X pour aller interpréter personnage Y dans une histoire. Voilà, il arrivait dans une histoire et les producteurs de films, ils écrivaient leurs histoires en faisant en sorte de pouvoir incorporer Riki Dozan en tant que Riki Dozan. C'est quand même fort. Ça montre un peu la popularité du monsieur. Donc ensuite, la compagnie va être très florissante, hein, JWA, et puis forcément, enfin, il y avait ce qui était prévu à l'époque, fin 1954, c'est le 22 décembre 1954 pour être précis, donc quelques années avant le match contre Lutez, c'est que le Kimura mentionné précédemment, l'ancien judoka, qui était associé à Riki Dozan la plupart du temps dans des matchs par équipe. Quand il y avait des matchs par... Riki Dozan affrontait, c'était toujours le main event. Il affrontait des lutteurs américains dans le main event pour les battre. Euh, donc voilà, il recréait la dynamique des... Enfin, Riki Dozan au début de carrière, il allait faire le heel aux États-Unis et il affrontait les Américains qui étaient les face puisqu'ils étaient chez eux. Et quand il est retourné au Japon, ils ont fait la bascule. Riki Dozan, c'était le lutteur local, donc c'était le héros local, et les Américains étaient cette fois les méchants qui venaient envahir hein, les États-Unis, le Japon, pardon. Et donc, Riki Dozan en main event, ça assurait grave. Et ensuite, il y avait aussi des matchs tag dans le main event. Et Riki Dozan était associé au judoka Kimura, dont je vous parlais tout à l'heure. Et il battait de manière très régulière les Américains dans les matchs par équipe. Et donc, Kimura était populaire parce qu'il était associé à Riki Dozan. Et donc, le plan de 1954, de fin 1954, c'était de faire en sorte de créer une deuxième star en Kimura, parce que si on fait une deuxième star, on va se faire davantage d'argent. Et donc, le match de 1954, toute fin 1954, juste avant Noël, le plan c'était de faire un match nul de 60 minutes entre les deux hommes. Parce que oui, Riki Dozan et Kimura allaient s'affronter pour déterminer le premier champion de JWA. Le vainqueur de ce match allait être le premier champion majeur du Japon. Le plan c'est de faire un match nul entre les deux, un 60 minutes time limit. Et ensuite, ils allaient feuder durant l'année 1965 de manière à élever Kimura au statut de Riki Dozan. Problème, c'est que pendant le match, il y a un coup de pied qui part de manière assez suspecte de Kimura sur Riki Dozan. Riki Dozan qui devenait de plus en plus parano à l'époque parce qu'il avait peur de se faire entuber
par à peu près tout le monde, qu'on essaie de lui voler sa place, etc. Donc il devenait parano et il faisait très attention, notamment contre les lutteurs japonais. Et donc à un moment donné dans le match, il y a un coup de pied de Kimura assez mal placé. Est-ce que c'est volontaire? Est-ce que ça l'est pas? On sait pas trop. Mais Riki Dozan, parano, lui, en tout cas, il s'est fait une idée assez claire de quelle était l'intention de Kimura. Il a pensé que Kimura s'en était pris, enfin, avait commencé un shoot. Et donc derrière Riki Dozan, il va lui casser la gueule à Kimura. Et en fait, il va l'humilier parce que Kimura, il va perdre en quelques secondes derrière. Et donc, Riki Dozan remporte le match, devient le premier champion majeur au Japon. Il confirme son statut de star sans concurrence en termes de japonais. Kimura, il prend une énorme défaite et il ne deviendra jamais la grosse star qu'il était censé devenir. Et, chose importante, les Yakuza, qui touchaient pas mal, enfin qui gagnaient beaucoup d'argent aussi grâce au catch, n'étaient pas très contents de l'issue du match. Voilà. Donc Raikkonen commençait à se faire de puissants ennemis. D'après plusieurs sources, euh, Ricky Dozan était tellement parano, et ça c'est Nick Zapetti, un ami de Ricky Dozan, qui l'a déclaré à lui-même. Ricky Dozan dormait fréquemment à l'hôtel les soirs de show, avec la recette avec lui et avec une arme chargée. Voilà, pour montrer un peu à quel point le mec était devenu un petit peu parano. Ricky Dozan, c'est également quelqu'un qui va former. Voilà, il va entraîner pas mal de jeunes lutteurs. Parmi eux, deux mecs qui vont être un petit peu importants pour la suite du catch japonais, à savoir Shohei Baba, donc Giant Baba qui va créer All Japan Pro Wrestling, et Kanji Inoki, donc Antonio Inoki, qui va lui créer New Japan Pro Wrestling. Donc voilà. Il faut savoir que Ricky Dozan, c'est quand même le mec le plus influent de toute l'histoire du catch japonais. Déjà parce que c'est le premier mec qui a créé une compagnie catch au Japon. C'est le mec qui a été la plus grosse star, peut-être ever, dans le catch au Japon. Grâce à lui, et grâce au contexte également de l'époque, hein, la guerre, les bombes, etc. Mais c'est lui qui va fédérer un public euh, autour du catch. C'est lui qui va qui va former deux mecs qui, après sa mort, vont tenter de maintenir JWA à flot, mais qui vont ensuite partir pour créer les deux compagnies les plus influentes de l'histoire du Japon. Voilà. Donc Riki Dozan, boss du game. Et aussi, il y a eu un sondage fait il y a quelques années que j'ai retrouvé qui donne Riki Dozan comme la personnalité la plus populaire de l'histoire du catch japonais. Je crois que le top 5 de mémoire, je vous le mettrai dans la description de la vidéo, ou alors je vous ferai défiler l'article en question sur le côté. C'est, je crois qu'il n'y a pas Baba de mémoire, ou Baba est un truc genre numéro 4. Je crois qu'il y a Okada. Okada en 5, doit y avoir Inoki en 2. Rikidozan est premier. Voilà, donc il y a Rikidozan, Inoki et Okada de manière sûre. Donc ça fait 3 sur 5. J'ai plus les deux autres. Je crois qu'il y a Baba, mais je suis pas sûr. Voilà. Et puis voilà. Donc pour montrer, et c'est un sondage qui a été fait il y a quelques années, donc on va dire dans les 5 dernières années. Sur les 5 dernières années, parmi tous les gens qui ont été interrogés, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont vu Ricky Dozan catcher de leurs yeux. Voilà, ils ont certainement vu des cassettes, etc. Mais c'est pas la même chose de voir après, de connaître après et de connaître en live, le vivre. C'est pas la même chose. Et c'est là qu'on voit que le Japon a une énorme culture sportive. Euh, c'est que on transmet l'histoire du catch, et notamment de Riki Dozan, parce que Riki Dozan, sinon, il n'aurait jamais pu être numéro 1 d'un tel classement. Voilà. C'est un peu comme au football, petite parenthèse. Un truc que j'ai vu, c'était au début des années 2010, je sais plus, c'est 2012, 2013, ou un truc comme ça. Où on avait demandé dans un grand journal italien avait demandé à ses lecteurs d'élire la plus grande équipe italienne de tous les temps. Je sais plus si le Corriere dello Sport, Tutto Sport, ou un truc comme ça. Je sais plus c'était quel journal.
Mais moi, bah, il y a 10 ans, de manière un peu bête, je m'étais dit, bah, ça va être le Milan de Sacchi, ou ça va être le Milan des milieux des années 2000, ils ont gagné quelques Ligues des Champions, l'Inter éventuellement de Mourinho, voilà, c'est récent, généralement dans le foot, c'est l'instant T, voilà, je cherche pas trop à réfléchir. Et les Italiens, dans la grande majorité des gens qui avaient répondu le Grand Torino des années 1940. Alors on était au début des années 2010. Pour avoir vu jouer le Torino des années 40, fallait, je pense, avoir au moins 70 ans. Et je pense que la grande majorité des lecteurs de ce journal a pas plus de 70 ans, c'est pas possible. Donc forcément, c'est des gens plus jeunes qui ont voté le Torino, c'est des gens plus jeunes parce qu'on leur a raconté l'histoire du Torino, on leur a montré certainement des images, etc. Mais voilà, moi, bêtement, je pensais que ça allait être quelque chose d'un peu plus récent. Donc voilà. Quand on parle de culture sportive, le Japon et l'Italie, c'est quand même plutôt pas mal. Donc voilà. Et ensuite, pour finir avec Riki Dozan, euh, voilà. Alors Riki Dozan qui va être une énorme star au Japon parce que, alors, j'ai parlé du match de Lutez, mais Riki Dozan ne va pas prendre le titre NWA de Lutez dans le fameux match qui a fait 85 de rating. C'était le match pour championnat NWA. Lutez qui a été immensément important pour le développement du catch japonais. Parce que déjà, en plus, à ce moment-là, en 57, Lutez il est champion de WA et va défendre le titre pour la première fois en dehors des États-Unis contre Riki Dozan. Les Japonais se disent Riki Dozan, si Lutez fait ça, Lutez qui est le numéro 1 intestable à l'époque, Lutez il vient au Japon pour affronter Riki Dozan, c'est que Riki Dozan il vaut quelque chose. Il n'est pas simplement bon pour battre des petits Américains, il est bon pour capter l'attention du numéro 1 mondial. Et, et voilà. Alors Lutez, il va battre Riki Dozan va battre Lutez, ils vont s'échanger des victoires. Mais voilà, et notamment un match, je crois que c'est dans la... Comment ça s'appelle? À l'époque, JWA avait aussi un tournoi comme le G1 Climax ou le Carnival, c'est l'ancêtre de ces tournois-là, c'est un truc du genre Super League, ou un truc comme ça. C'est en quelle année? Ça doit être en 62, c'est en mi-62. Dozan va battre Lutez dans la finale de ce tournoi pour devenir le vainqueur du tournoi et donc le meilleur catcheur du monde à cet instant-là. Donc voilà, Lutez qui a fait énormément crédibiliser Riki Dozan, crédibiliser le catch japonais. Lutez qui est un des plus grands de tous les temps, lui aussi. On ne parle pas assez de Lutez également. C'est quand même, c'est quand même chose de fou. Mais bon, pour finir avec Riki Dozan, parce qu'on va quand même finir cette vidéo à un moment donné, c'est que malheureusement pour lui, le 8 décembre 1963, Riki Dozan va décéder. Enfin non, il va pas décéder le 8 décembre, le 8 décembre, il va être dans un club d'Asakusa, sûrement l'un des siens. Il faut savoir que Riki Dozan, à un moment donné, il était tellement populaire et tellement riche qu'il s'est mis à acheter des clubs de boxe, il s'est mis à acheter des salles de concert, des cinémas. Il a ouvert des boîtes de nuit sur le territoire des Yakuza, ce qui a pas trop plu à un certain, ça je l'avais pas dit, euh, comment il s'appelait ce chef-là? Noboru Ando. Ça lui avait tellement pas plu qu'il avait comploté pour faire assassiner Riki Dozan et kidnapper des têtes d'affiche de JWA. Finalement, il va pas le faire parce que bah, Riki Dozan, c'est quand même quelqu'un qui rapporte beaucoup d'argent, hein, donc on va peut-être pas faire ça. Mais quand même, à un moment donné, il s'est fâché avec un petit peu trop de personnes, Riki Dozan, et le 8 décembre 1963, quand il faisait la fête, comme je l'ai dit, dans un club d'Asakusa. Et alors, la seule chose qui est sûre, c'est qu'il a pris un coup de couteau. Par contre, les versions divergent. Euh, Coup de couteau du Yakuza Katsuji Murata. Mais comme je disais, les faits qui se sont passés ce soir-là divergent. Certains disent que il a pris le coup de couteau en allant aux toilettes. Certains disent qu'il a pris un coup de couteau dans les toilettes. Certains disent que malgré le fait qu'il ait pris le coup de couteau, il a continué à faire la fête et à sociabiliser avec les gens. Certains disent qu'après le coup de couteau, il s'est effondré, il a été transféré à l'hôpital. Euh, mais la seule chose qui est sûre, c'est que la blessure au couteau, c'était une blessure mineure. Il n'est pas mort de cette blessure. Euh, il est mort du fait que le couteau, la lame du couteau a été trempée dans de l'urine, ce qui a provoqué une péritonite aiguë. Voilà, à l'origine de la mort de Rikidozan quelques jours plus tard. Donc voilà, malheureusement Rikidozan meurt en 1963 et ensuite la compagnie enfin JWA qui était suffisamment puissante économiquement va quand même durer encore quelques années. Elle va pas non plus être
hyper stable au fil des années. Il va y avoir quelques luttes de pouvoir, notamment d'Inoki qui va essayer de prendre le contrôle de la compagnie. Ça n'a pas marché. J'en parlerai dans une prochaine vidéo certainement d'Antonio Inoki. Dans la prochaine vidéo, je parlerai certainement d'Antonio Inoki avant New Japan Pro Wrestling, avant la fondation de New Japan Pro Wrestling. Donc voilà, JWA va continuer son aventure jusqu'en 1973. Elle va décliner petit à petit face à la concurrence de IWE qui va se former, donc l'International Wrestling Enterprise, euh, qui va notamment ramener des catcheurs américains, enfin des catcheurs internationaux. Et c'est eux notamment qui vont faire débuter André le Géant au Japon et ça va être un carton. C'est pas moi, Dédé. Je te dis, c'est pas moi, Dédé. C'est pas moi, Dédé. Non, c'est pas moi. Dédé. Pourquoi, garçon? Donc IWE va prendre une avance sur JWA. Il va y avoir des luttes au sein de JWA. Antonio Inoki va partir une première fois, il va revenir. Et puis il va partir une seconde fois durant l'année 71. Il va créer New Japan Pro Wrestling au début 72. Et puis durant l'année 72, Jaman Baba, qui était la grosse tête d'affiche de JWA, va également quitter la compagnie pour créer quelques mois plus tard All Japan Pro Wrestling. Et JWA fermera ses portes en 73 parce que Inoki et Baba, quand ils vont partir, ils vont prendre une partie du roster avec eux. Donc il va pas rester grand monde chez JWA. Donc voilà pour cette première vidéo historique du catch au Japon. Donc voilà, cette série parle de New Japan Pro Wrestling, mais pour comprendre New Japan Pro Wrestling, je me suis dit qu'il était intéressant de parler de ce qui s'était passé avant. Donc voilà, on a parlé de Matsuda, on a parlé de Kimura, de Rikidozan, on a parlé de la guerre, de la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, voilà. Des débuts du catch au 19e siècle. Donc je pense qu'on a été plus ou moins complet, voilà, pour ce premier épisode. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à le dire, n'hésitez pas à partager la vidéo, la liker, etc., vous abonner, à venir discuter, c'est toujours chouette. Si jamais vous avez des questions sur tel ou tel sujet, si jamais vous souhaitez avoir des matchs de Rikidozan, moi j'en ai quelques-uns, il y en a qui traînent sur YouTube également, donc si jamais ça vous intéresse, vous pouvez les taper Rikidozan. Il y a notamment quelques matchs contre Lutez, donc voilà, je pense que ça fait partie des meilleurs matchs, je pense que ce sont les meilleurs matchs de Rikidozan. Rikidozan qui n'était pas un mauvais lutteur, d'ailleurs, pour terminer. Alors, quand il affronte un mec comme Lutez, on voit que Lutez est quand même largement meilleur que lui, parce que Lutez, on pense que parce que c'est du vieux catch, c'est pas quelqu'un de forcément hyper doué et qui maîtrise son sujet. Mais Lutez, c'était un catcheur exceptionnel. Si vous avez jamais vu catcher Lutez, regardez des matchs de Lutez, c'est exceptionnel. Donc quand vous voyez Lutez dans le même ring que Rikidozan, forcément Rikidozan, bon, c'est pas le même niveau. Par contre, Rikidozan était suffisamment intelligent, et c'est certainement une directive de Lutez, je pense. Quand ils s'affrontaient, c'est souvent Lutez qui lidait le match. C'est lui qui domine Rikidozan et c'est lui qui rend les choses intéressantes. Quand c'est Rikidozan qui a l'offensive, c'est à Lutez de rendre la partie de domination de Rikidozan intéressante. Et donc, quand Rikidozan utilise un registre beaucoup plus limité que quand il affronte pas Lutez. Quand Rikidozan affronte d'autres adversaires que Lutez, notamment des Japonais, Rikidozan fait beaucoup plus de choses. Il a une palette beaucoup plus large. Donc voilà, on va quand même parler un petit peu de in-ring dans ces vidéos. Donc voilà, c'est là-dessus que la vidéo se termine pour de bon. J'espère que vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter. Et oui, c'est ce que je veux dire. Si jamais vous voulez voir certains matchs de Rikidozan et que vous ne les trouvez pas, si jamais je les ai, vous pouvez me les demander et ça me fera plaisir de vous les partager. Voilà, sur ce, à la prochaine.